Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va parler dans cette table ronde, on va rentrer vite dans le détail. Alors, il paraît que mon micro, ça marche là? Vous êtes mieux là? C'est mieux là, d'accord. C'est parce que je voulais m'éloigner des miasmes de mon ami Maxime, qui est malade, vous avez remarqué. Mais il a quand même très très bien animé, hein. Merci beaucoup Maxime. Alors, on va rentrer dans le détail de la question de la parentalité dans les carrières à l'hôpital. Alors, cette table ronde est intitulée « Meilleure intégration de la parentalité dans la carrière des femmes ». Alors, on verra qu'il faudra peut-être intégrer aussi la parentalité davantage dans la carrière des hommes. On va en parler dans notre table ronde. Avec des speakers très inspirants et très importants que je vais appeler à me rejoindre. Alors, Marie-Noëlle Gérin-Brezard, venez me rejoindre. Vous êtes directrice générale du Centre national de gestion. Le docteur Caroline Aubert-Lemont, réanimatrice et membre du comité FEMIR. Voilà. Bonjour. Gauthier Martinez, directeur des partenariats santé à la Mutuelle nationale des hospitaliers. Et enfin, Nathalie Épille, que je suis très heureuse de retrouver, qui est présidente de TOUGAP et membre de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité. Voilà. Alors, je vous propose de commencer par un état des lieux rapide, et puis ensuite, surtout, on va se pencher sur les solutions. Alors, je vais commencer avec vous, Marie-Noëlle Gérin-Brezard. Marie-Noëlle, vous avez une expérience quand même de 35 ans dans la gestion hospitalière. Peut-être pas obligée d'insister non plus. Non, mais ça me paraît important quand même, parce que vous avez du recul et du coup, vous allez pouvoir nous nourrir un peu de comment la parentalité est prise en compte ou pas pour les directrices d'hôpitaux et les médecins, les femmes médecins. Quels freins principaux observez-vous? Alors, je dois parler, puisque c'est la clientèle du CNG, des médecins et des directeurs. Il y a plein d'autres professionnels à l'hôpital sur lesquels aujourd'hui je n'irai pas, même si dans mes 35 ans de carrière, vous imaginez bien que je les ai côtoyé le sujet. D'abord, il y a des similitudes très nettes entre médecins et directeurs, des métiers à garde. Alors certes, différentes pour les administratifs et pour les médecins, mais des métiers à garde. Des métiers à forte charge mentale et des métiers avec des horaires extensifs. Ça, c'est la première similitude. La seconde, c'est qu'on a dans les deux corps une tendance très nette à la féminisation et au rajeunissement de la population. Aujourd'hui, 57% des PH sont des femmes, 52% des directeurs d'hôpital sont des femmes. Ça induit nécessairement de gérer la question de la grossesse, de la parentalité, de manière spécifique, que quand on a effectivement une pyramide des âges qui est plutôt tassée vers le bas. À cet égard, d'ailleurs, le travail que fait le CH de Béziers, je ne veux pas plus qu'on parle que du CH de Béziers, mais il est remarquable dans la mesure où ils se sont attachés à tous les détails du quotidien, de la parentalité et tout ce que ça induit, à commencer par lorsqu'une femme annonce qu'elle est enceinte, la recevoir et voir comment on va pouvoir aménager les choses. Troisième similitude, c'est l'accès rendu parfois plus difficile aux responsabilités. Le oser, dans un cas comme dans l'autre, est un sujet difficile, on y reviendra. Et puis, être crédible et être perçu comme crédible. Aujourd'hui, 27% des femmes sont chefs d'établissement. Enfin, pardon. 27% des chefs d'établissement sont des femmes, 11% dans les CHU. Concernant les praticiens, 32% de PCME sont des femmes dans les CH, 16% dans les CHU. Est-ce que c'est lié, vous pensez, à la parentalité, à la question de la grossesse? C'est lié à la représentation qu'on a de la femme, auquel on assimile assez facilement la grossesse. Le soupçon d'indisponibilité. Le soupçon d'indisponibilité. Il y a plein d'autres facteurs, ce n'est pas le seul, bien sûr. Et donc, on y reviendra sans doute, je dirais ce qu'on essaye de faire au CNG en matière de soutien aux candidatures de femmes. Par contre, il y a des grosses différences.
Alors non, il y a encore des similitudes. Le choix des spécialités. On voit que chez les praticiens, les praticiennes s'orientent, sans caricature non plus, hein, mais sur des métiers à moins forte garde. 72% des pharmaciens sont des femmes, 37% des chirurgiens sont des femmes. Chez les directeurs, le sujet de la contrainte est peut-être également réparti selon les métiers qu'on exerce. Par contre, on voit effectivement une plus nette tendance à la féminisation chez les DRH, les métiers de communication, les métiers de coordination. Et c'est une caricature, et j'ai honte de la faire, mais quand même une plus forte tendance à trouver des hommes dans les métiers de finance et dans les métiers techniques. Et enfin, un dernier point de similitude, c'est la tendance à la métropolisation. Ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, aussi bien les praticiens que les directeurs. Mais je fais un lien direct avec la parentalité. Parce que quand on a des enfants jeunes, s'inscrire dans une zone rurale est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a deux différences majeures. Le sujet de la mobilité dans la construction de la carrière professionnelle, on y reviendra. Et puis, le sujet du remplacement en cas d'absence. Très bien, merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, docteur Caroline Auberlemont. Vous, en tant que praticienne et membre du comité FEMIR, vous avez donc mené une enquête auprès de centaines de femmes et d'hommes. Quels enseignements principaux en tirez-vous sur les défis rencontrés par les femmes soignantes dans leur parentalité? J'aimerais qu'on parle là peut-être de la question du remplacement ou non, des congés de maternité. Oui, merci de me donner la parole. Donc, on constate, en fait, on a mené un questionnaire, effectivement, d'abord au sein de la spécialité médecine intensive réanimation dont je suis issue et qui, grâce à Donner des ailes à la santé, que je remercie, a pu être distribué à l'ensemble des spécialités. Donc, plus de 600 femmes au total, plus de 350 hommes. Et des chefs de service avec l'intention de demander comment était vécue justement la maternité. On parle de la période avant, la période pendant, la période après. Et ce qu'on constate, c'est que la grossesse, ça reste une pression sur les épaules des femmes médecins. Donc en quelques chiffres, on a déjà dit que tout à l'heure que 37%, nous dans notre population, 37% des femmes médecins disaient avoir retardé un projet de grossesse pour raisons professionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en population générale, a priori, c'est plutôt 14%. Dans les derniers chiffres, ça dépasse 40% dans le baromètre Ipsos Donner des ailes. Dans ma spécialité réanimation, c'est plus de 40% également. Donc voilà, c'est quand même un chiffre important. Dans notre questionnaire, nous constatons également que les gardes sont faites jusqu'à, en moyenne, 4 mois et 1 semaine. Mais on a 45% des répondantes qui nous disent avoir continué au-delà du 5e mois de grossesse à faire des gardes. Ce qui, quand même, moi, me semble assez incroyable. Dans la loi, aucune mention sur le travail de nuit, mais plutôt de l'aménagement, de la répartition des horaires. Si les nécessités du service le permettent, sur avis d'un médecin du travail et après validation de la direction. C'est comme ça que c'est écrit dans la loi actuellement. Et en fait, j'aimerais quand même qu'on insiste sur le fait qu'il y a plus de 90% des femmes qui disent que les congés maternité dans les services, donc des femmes médecins, ne sont pas remplacés. Évidemment, elles sont soutenues par les réponses des hommes et des chefs de service, parce qu'elles ne sont pas remplacées. Et quand on pose la question aux femmes de savoir si elles ont subi un poids de leur absence. Donc la question c'est dans quelle mesure pensez-vous que votre absence ait eu des conséquences dans le service? Vous répondez de 1, tout s'est bien passé, jusqu'à 5, on m'a fait comprendre ou j'ai perçu et j'ai cru percevoir que c'était un vrai problème, mon absence. Vous avez plus de 50% des femmes qui répondent 4 et 5. Donc c'est un problème. En parallèle, les chefs de service répondent 4 et 5 dans 65% des cas. Donc, ce n'est pas juste une perception des femmes. Il semblerait quand même que, justement, cette absence liée à la grossesse ait des conséquences pour tout le monde. Merci beaucoup. On voit bien avec ces chiffres combien, finalement, la pression est forte sur les femmes médecins. Et on a vu aussi les directrices d'hôpital. Alors... Ce que je voudrais maintenant, j'aimerais maintenant poser la question à Gauthier Martinez. Vous avez travaillé aussi sur des enquêtes sur l'impact de la grossesse et de la parentalité sur les carrières hospitalières.
est-ce que vous partagez les freins qu'on a déjà évoqués ou est-ce que vous en avez d'autres à ajouter? Et ensuite, je ferai réagir Nathalie Pi, qui a une vision peut-être aussi d'autres professions dans la haute fonction publique et dans la fonction publique en général. Merci beaucoup. Donc, effectivement, donc, je travaille pour la MNH. La MNH, c'est la Mutuelle nationale des hospitaliers. Et avec 80% de femmes hospitalières avec des horaires atypiques et contraignants, un hôpital à faire tourner finalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la question de la grossesse et de la parentalité nous a semblé être un enjeu majeur, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un enjeu d'amélioration de la santé des soignants. On en a parlé très rapidement, mais c'est un enjeu de santé psychologique pour nos soignants, d'égalité professionnelle et surtout un enjeu de fidélisation des nouvelles générations pour nos établissements de santé. Et ces nouvelles générations sont particulièrement sensibles à avoir un équilibre vie pro, vie perso. Alors, on a engagé effectivement un certain nombre de travaux, un observatoire autour de la parentalité, en interrogeant 2000 professionnels de santé, 1000 Français en miroir. On a également réalisé un bureau d'intelligence collective, donc, afin de recenser un certain nombre d'initiatives mises en place par des établissements de santé et surtout d'essayer de les démocratiser. J'en profite d'ailleurs pour saluer Alban et Sophie qui ont largement participé à cela. Et l'objectif, c'était finalement d'essayer d'identifier les freins, les contraintes que rencontrent les hospitalières. Alors, à l'arrivée d'un enfant, on le sait, ça a une incidence sur le pouvoir de vivre des familles. Il va falloir adapter le logement, il va falloir changer souvent de véhicule, prendre des décisions sur la garde d'enfants et sur le financement de cette garde d'enfants. Et la contrainte financière numéro 1 pour les hospitaliers, le frein numéro 1 pour les hospitaliers, c'est justement cette contrainte financière. Et cette contrainte financière, depuis 2 ans, elle est particulièrement exacerbée avec la forte tension sur le pouvoir d'achat. D'autre part, cette tension financière, elle a des impacts qu'on n'avait pas vu venir sur les aménagements et ce qu'on considère aujourd'hui comme des avancées. Finalement, la décision de prendre ou non un congé parental, le fait de reprendre une activité à temps partiel, apparaissent comme une contrainte subie pour les hospitaliers et les hospitalières. Et là où, aux yeux en tout cas d'un directeur des affaires médicales, d'un DRH, on voit ça plutôt comme une avancée. Il y a une réalité qui perdure dans tout ça, c'est le fait que la parentalité reste un frein majeur pour l'indépendance financière des femmes. Alors oui, il y a la charge financière, il y a le manque d'égalité dans les salaires qui pèsent dans les décisions du couple, mais il faut bien voir une chose, c'est que c'est souvent celle ou celui qui a la rémunération la plus faible qui s'occupe finalement des enfants d'une certaine façon pour préserver les ressources du couple. Et donc, à nouveau, cet enjeu financier pèse majoritairement sur les femmes. Et là, on parle uniquement des enjeux financiers qui pèsent sur les femmes à un temps T, mais il ne faut pas oublier non plus qu'en termes de carrière, ça aura un impact plus tard sur leur retraite. Au-delà de ces enjeux financiers, on a identifié des enjeux qui sont organisationnels. Alors Marie-Noëlle en a parlé, ces enjeux organisationnels qui sont propres à l'hôpital, un environnement de travail pas comme les autres, des contraintes spécifiques, des horaires de nuit, le travail le week-end, le travail les jours fériés. Toute cette organisation, elle est considérée par les professionnels comme un obstacle important à la grossesse et à la parentalité. Et elle est en lien direct avec des problématiques qui se posent ensuite à l'arrivée de l'enfant, notamment, on le développera tout à l'heure, la garde d'enfants, et puis une certaine culpabilité par rapport également à la charge de travail qui va reposer sur les épaules des collègues suite aux absences qu'on va avoir. Ouais, Donc, et à la question du non-remplacement aussi. Exactement. C'est bon ? Alors, Nathalie Pi, excusez-moi, merci Gauthier, je suis désolée. Non, je suis désolée, je suis un peu la maîtresse d'école pour rattraper le temps, là, je suis désolée. J'avais prévenu. Nathalie Pi, j'aimerais que vous réagissiez à ce qui vient d'être dit, parce que vous avez aussi une vision peut-être un peu plus macro de tout ça, même si on a parlé du macro dans la première... mais enfin, c'est important quand même de revenir, de vous faire réagir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de tout ce que vous avez entendu là?
Alors, peut-être pour juste de savoir d'où je parle, je suis donc présidente de ToGap, qui est un collectif de réseaux professionnels féminins du secteur public et du secteur privé, qui travaille sur le partage de la gouvernance entre les femmes et les hommes. Donner des ailes à la santé et membre de ToGap, et FEMIR aussi travaille avec nous en particulier sur ces sujets de parentalité et de maternité. Alors, ma réaction, c'est que ce que j'entends de ce qui se passe à l'hôpital est finalement assez représentatif de ce qui peut se passer ailleurs, en tout cas dans certaines filières. Moi-même, je suis haute fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, et donc je vois bien les similitudes qu'il peut y avoir dans des métiers qui fonctionnent 7 jours sur 7, H24, dans l'urgence, etc. Et ce que je constate un peu partout dans les différents secteurs professionnels, c'est que 85% des femmes considèrent que leur maternité a porté préjudice à leur carrière. Donc c'est un poids énorme. Et le délit de maternité. Un délit de maternité, absolument. Autant la paternité est valorisée, autant la maternité, elle est sanctionnée. Et elle est sanctionnée à tous les niveaux. Tout d'abord, au moment de l'embauche, il y a une véritable discrimination à l'embauche. Et la discrimination à l'embauche à l'égard des femmes et des jeunes femmes, c'est la première source de discrimination à l'embauche, avant toutes les autres. Toutes les jeunes femmes sont toutes soumises à ce soupçon d'indisponibilité, d'absence de flexibilité ou d'absence d'engagement. Donc ça, c'est vraiment une source encore très ancrée. Et moi, j'entends dans les différents jurys de recrutement, même dans la fonction publique, où on est censé être exemplaire, il y a encore aujourd'hui des questions qui sont posées à des jeunes femmes de 30 ans en demandant est-ce que vous voulez avoir un enfant ou pas. Donc ce qui, évidemment, est totalement exclu a priori. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, en ce qui concerne le retour de maternité, il y a aussi un impact considérable, comme vous venez de dire, sur la capacité financière des familles, et notamment sur la rémunération des femmes. Il y a une baisse de rémunération après la naissance d'un enfant, quels que soient les secteurs, entre 5 et 40% de la rémunération. Et beaucoup plus pour les secteurs de femmes moins diplômées et moins pour les femmes cadres. Mais c'est quelque chose qu'on a observé assez régulièrement. Et enfin, ce qu'il y a de très important, c'est le manque d'anticipation de ces congés maternité. Il faut avoir quand même en tête que le congé maternité, finalement, est sur un temps assez court dans une vie professionnelle. Et on peut avoir aussi des longues maladies, des accidents, etc. Et une grossesse, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et ce qui est vraiment tout à fait absolument étonnant, c'est que le nombre de femmes qui sont en situation d'emploi en France, on peut imaginer que 95% d'entre elles auront un enfant. Donc ce n'est pas juste un phénomène marginal d'avoir un enfant, c'est un phénomène fondamentale qui s'applique à toutes les organisations de travail. Et donc, il y a un éléphant au milieu de la pièce, je dirais qu'il y a même un troupeau d'éléphants au milieu de la pièce qui est la gestion de ces congés maternité par le collectif. Et on a toujours géré ça du point de vue de l'individu, du point de vue de la femme qui, elle, est enceinte, va annoncer qu'elle est enceinte, va ensuite partir en congé maternité et donc a causé un dysfonctionnement dans le service. Non, il y a vraiment une carence profonde, dysfonctionnelle, du fait de ne pas prendre ce sujet de façon systémique. Ce n'est pas quelque chose de marginal, c'est systémique. Et on en est encore aux prémices. D'autant qu'elle s'occupe souvent de son propre remplacement. Exactement. Ce qui lui rajoute de la charge mentale dont elle n'a pas besoin. Avec des effets pervers, c'est-à-dire qu'il y a l'opting out, il y a de plus en plus de femmes qui décident de quitter un certain nombre d'organisations professionnelles, premièrement. Et puis, il y a une enquête récente auprès des femmes françaises, de savoir combien de femmes pensaient vouloir avoir des enfants. En 2006, elles étaient 2 pour ne pas vouloir avoir des enfants. En 2006, 2% d'entre elles disaient qu'elles ne voulaient pas avoir d'enfants. En 2022, 13% des femmes françaises n'envisagent pas d'avoir des enfants. C'est-à-dire, c'est multiplié par 7 en 15 ans. Il y a quelque chose quand même à prendre en compte. Donc bien sûr, il y a la dimension écologique, mais il y a aussi la dimension de l'intégration de la parentalité dans la société, et de la grossesse, et du fait que les femmes veulent travailler dans ce pays. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux solutions, si vous voulez bien, parce que sinon, je pense que je vais avoir des gros yeux partout là.
On va passer aux solutions et aux leviers vraiment d'action. Je voudrais qu'on revienne sur les obstacles et donc les solutions. Donc, Caroline Auberlemont, on va revenir à la grossesse. Comment mettre en place le remplacement des congés de maternité à l'hôpital? Donc les solutions que je vais vous citer là, ce sont des solutions non seulement qui ont été données par les répondantes et les répondants du questionnaire, mais pas seulement. Comme l'a dit Nathalie, on travaille de concert. On a formé un groupe maternité dans la fonction publique pour essayer justement de savoir un peu ce qui se passe ailleurs que chez nous, et avec des solutions qui sont adoptées par nos collègues dans des ministères. Je pense notamment à la création des pools de remplaçants et de remplaçantes avec des avantages à la clé. On peut donner des avantages de carrière, on peut donner des avantages de salaire, on peut donner des avantages de retraite, des points retraite. Enfin, en fait, il y a tout à imaginer, mais les solutions pour un pool de remplacement existe. On pourrait aussi, enfin nous en tout cas actuellement en médecine intensive réanimation, on est en train de discuter avec les représentants discutent d'essayer de faire en sorte de calculer le nombre d'équivalents temps plein, donc on appelle ça les ETP dans les services, qui seraient calculés dans chaque service en incluant la probabilité des absences parentalité. Et ça, c'est un enjeu qui est hyper important pour tout le monde, dans tous les services. Et puis, je vais vous donner des solutions. Alors, bien sûr, il y a la loi qui prévoit le remplacement systématique. Ça paraît une évidence qu'on devrait en passer par là. Là, je vais vous donner deux solutions. Enfin, une solution qui est un peu plus polémique, mais je vais volontairement vous la donner, puisqu'il y a des répondants et des répondantes qui nous disent, supprimons certaines missions de soins. On en est là aujourd'hui. On a des médecins qui nous disent, faisons en sorte qu'on ferme des lits. Aujourd'hui, il y a des absences de paramédicaux, nous fermons des lits. S'il y a des absences de médecins, s'il n'y a pas de médecins, pas assez de médecins, fermons des lits. Alors, je sais que c'est très polémique, ça ne se dit pas, mais c'est pour ça que je le dis. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, on ne ferme pas des lits parce qu'il manque de médecins. On demande aux médecins présents et présentes. En tout cas, je vais parler de moi. C'est pas du tout une solution envisagée couramment dans tous les services. Donc, vous pourrez nous dire dans quel service ça se passe comme ça. Mais en tout cas, chez moi, ça ne se passe pas comme ça, et dans les services que je connais non plus. Mais je veux bien pouvoir en discuter et finalement se calquer sur l'organisation des soignantes et des soignants paramédicaux. Il me semble quand même devoir alerter sur le fait qu'il y a des répondants et des répondantes qui soulignent la tentation de recruter des hommes plutôt que des femmes, puisqu'aujourd'hui, le congé paternité est bien inférieur en termes de temps. Donc, recrutons des hommes, ils seront moins absents. Et bien, faisons en sorte que le congé paternité soit aussi long que le congé maternité, et ça va peut-être permettre d'équilibrer les choses. La dernière chose, et Nathalie rebondira sur ça, je pense, on nous dit souvent qu'il est impossible aujourd'hui, avec les effectifs qu'on a, d'imaginer des remplacements de manière systématique. Il faut imaginer ce qui se passe dans la gendarmerie, dans la police, dans toutes les structures qui permettent de maintenir l'ordre public. Si une femme part en congé maternité, elle est directement remplacée, puisqu'il faut maintenir l'ordre public, mais il faut aussi maintenir notre mission de soins. Et donc, on peut certainement trouver des solutions ensemble et se calquer sur ce qui se passe chez nos collègues. Merci beaucoup, Caroline. Donc, du coup, je vais faire rebondir en effet Nathalie Pille, parce que Nathalie, vous avez évoqué le ministère de l'Intérieur, mais vous connaissez bien aussi le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères. Donc, je voudrais que vous fassiez un point là-dessus, parce que, alors, Intérieur, Défense, sont soumis à la même urgence, finalement, et à la même continuité du service public que les médecins. Et donc, on voit bien les effets pervers de ces histoires de non-remplacement, c'est-à-dire dégradation du service public, mais aussi dégradation du processus vers l'égalité femmes-hommes, puisqu'on dit maintenant, on a peur, on dit que finalement, l'effet pervers, ça va être de recruter des hommes au lieu des femmes. Donc, oui, alors effectivement. Comment ça marche dans ces endroits-là? Alors comment ça marche? C'est assez hétérogène, évidemment, puisque ça n'est pas pensé de façon globale. Alors nous, on pousse beaucoup pour que ce soit pensé de façon globale. Mais au sein de ces ministères-là, ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, donc ministère des Armées, vous avez les armées, et puis au ministère de l'Intérieur, il y a la gendarmerie, il y a la police et il y a la sécurité civile. Et donc tous ces services de l'État et tous ces corps d'État sont aussi H24,
sollicité. Et donc, il ne peut pas y avoir de rupture du service public, de ce type de service public, en aucun cas. Ça signifie quoi? Et en plus, tous ces services-là, évidemment, sont mixtes, plus ou moins. La sécurité civile l'étant très peu, malheureusement, mais on pousse à ce qu'elle se féminise. Comment font-ils? Moi, j'ai interrogé des généraux de gendarmerie qui me disent que quand ils ont des effectifs avec des effectifs féminins assez jeunes, eh bien, ils calibrent les renforts possibles quand il y a une grossesse qui est annoncée. Donc ces services-là anticipent en ayant des renforts qui sont préalablement préparés. De la même façon, au ministère des Affaires étrangères, ils ont mis en place un mini-service, une brigade de renfort, mais qui est permanente, c'est-à-dire qu'il y a des ETP, il y a une vingtaine d'ETP, donc emploi temps plein, équivalent emploi temps plein, mais ce ne sont pas que des ETP, ce sont des personnes qui sont affectées pendant 3 ans sur des postes de remplacement. Et ces postes de remplacement sont des postes de remplacement pour les congés maternité et pour les congés longue maladie. Et quand il y a, pour les personnes qui sont dans cette situation-là à l'étranger, ça signifie quoi? Ça signifie que quand une personne diplomate dans un poste en Afrique ou ailleurs dit à son ambassadeur ou son ambassadrice qu'elle est enceinte, eh bien, elle le déclare le plus tôt possible. Et il y a une personne qui prend 6 mois pour se préparer à la prise de poste, qui va sur place le temps qu'il faut et fait la même chose pendant 3 ans. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement intégré au parcours de carrière au ministère des Affaires étrangères. Et c'est très intéressant pour des très jeunes qui débarquent, qui commencent leur métier et qui vont 6 mois ici, 6 mois là pendant 3 ans, ou alors des jeunes retraités qui sont très disponibles pour faire des missions de ce type-là de plusieurs mois à l'étranger. De la même façon, si je prends l'exemple majeur qui est l'exemple de l'éducation nationale, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de professeurs en face des élèves. Or, l'éducation nationale est très féminisée. Qu'est-ce que l'éducation nationale a mis en place depuis toujours? Ce sont des remplaçants et des systèmes de remplaçants dans les départements, dans les régions, etc. Et donc là, l'éducation nationale, parce que évidemment personne, l'opinion publique n'accepterait jamais d'avoir ses enfants sans professeur, donc on a fait une priorité du remplacement dans l'éducation nationale. Mais ça, c'est un choix politique. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix pour l'éducation nationale? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans d'autres secteurs des activités professionnelles? Le choix est systémique, encore une fois. Ça ne peut être pensé que globalement. Et on ne peut pas faire du coup par coup à l'intérieur des services. C'est quelque chose qui doit s'organiser de façon très, très large. C'est pas CHU par CHU, c'est vraiment... Alors j'aimerais vous poser d'autres questions, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, mais il y en a quand même une qui me vient, hein, c'est en matière de... Peut-être Caroline, mais vraiment Caroline, rapidement s'il vous plaît la réponse. J'imagine que dans certaines spécialités ultra pointues, c'est pas si simple que ça de se faire remplacer. Peut-être que c'est plus compliqué quand même qu'un professeur de français, sans vouloir... voilà. Alors là, c'est là où je vais faire intervenir le collectif. Là, on se bloque en fait, parce qu'à chaque fois, on nous répond ça. Hein. On nous répond, il va y avoir des choses sur lesquelles... Je fais un peu l'avocate du diable. Oui, tout à fait. Mais si c'est intégré, comme le dit Nathalie, et que les personnes viennent 6 mois plus tôt dans les services, qu'on intègre le fait que... Alors oui, il y a des gestes qui ne pourront pas être faits, des gestes ultra spécialisés par certains chirurgiens ou certaines chirurgiennes. D'accord, mais en fait, ça s'apprend aussi. Hein. Les chirurgiennes ont appris leurs gestes. Les plus jeunes peuvent apprendre aussi. On peut leur montrer. On peut aussi faire travailler le collectif pour avoir des idées. Aujourd'hui, on en est là. On est face à une barrière. Tout le monde nous répond, oui, mais il y a des spécialistes. Et faisons jouer le collectif, trouvons des idées ensemble pour remplacer ces spécialistes, justement. Et moi, je pense que personne n'est irremplaçable. Pour vous, ce n'est pas une fatalité. Il faut essayer de réfléchir à être créatif. OK. Je me tourne vers vous, Gauthier Martinez. Je voudrais qu'on parle ensemble de l'implication des hommes dans la parentalité. Ça me semble vraiment important. Et notamment, on avait évoqué, quand on avait préparé cette table ronde, la question d'un congé parental partagé. Est-ce qu'on peut en parler ensemble? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Oui. Alors, pour vous répondre, peut-être, on a affiché aujourd'hui l'égalité femmes-hommes comme une priorité politique. On a mis en place un certain nombre de décisions concrètes qui commencent à être perceptibles sur le terrain. Néanmoins, elles peinent à se généraliser dans la vie quotidienne des femmes, et en particulier des hospitalières. Pour vous donner simplement un chiffre, aujourd'hui, les femmes
françaises comme hospitalières, c'est le même chiffre, s'occupent de 3 à 4 fois plus de charges familiales avec les hommes. Et en fait, en réfléchissant à votre question, j'ai réalisé que... Vous voulez dire par rapport aux hommes? Par rapport aux hommes, oui, pardon. Vous avez dit avec les hommes. Enfin, Par rapport aux hommes. Et en fait, c'est quelque chose qui est sociétal, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on met en place dès le départ, effectivement, dès la naissance de l'enfant. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai repris en fait les travaux qu'on a réalisés, et on a une hospitalière qui nous faisait part du fait que finalement, aujourd'hui en France, on a le congé maternité et on a le congé paternité. Merci. Et le congé maternité, il est composé de 2 arrêts. Un arrêt qui est lié à la grossesse stricto sensu, qui est lié à un état physiologique de la femme, qui ne regarde que la femme, puisque c'est elle qui porte l'enfant. Et un second arrêt qui est lié finalement à l'accueil de l'enfant dans le cadre du congé maternité post-natal. Et ce second arrêt, finalement, il est lié à l'attention et aux soins qui sont nécessaires au bébé, mais la législation française regroupe ces 2 arrêts sous la dénomination congé maternité. Il est interdit à la femme de donner des congés au second parent pour permettre au second parent de s'occuper de l'enfant, et sinon elle perd ces congés-là. Et à côté de ça, on a ce fameux congé paternité qui a une vraie évolution et qui a encore évolué ces derniers temps, et c'est très bien, mais on pourrait effectivement, encore une fois, c'est de la prospective, hein, mais la période d'absence aujourd'hui qui vient toucher la carrière d'une hospitalière, c'est plus le second arrêt, c'est-à-dire c'est celui qui est le plus long, et c'est celui finalement qui concerne à la fois la mère et à la fois le coparent. Et ce congé, eh bien, dans certains pays, ils ont décidé finalement de le mettre en commun. Et c'est notamment le cas de l'Espagne, où les 2 parents disposent d'une période d'accueil de l'enfant qu'ils peuvent se répartir entre eux. C'est leur choix, soit de façon alternée, soit de façon cumulée. C'est une répartition qui est assez souple et qui, finalement, amène des questions sociologiques, hein, clairement, nécessite de faire changer un certain nombre de choses au sein des foyers. Mais je pense que c'est effectivement un élément qui est attendu de la part des nouvelles générations, qui souhaitent vraiment une meilleure répartition, plus équitable aussi dans la vie familiale. et Nathalie, puis vous me démentirez pas si je crois qu'un certain nombre d'experts quand même de l'égalité professionnelle prônent des solutions assez radicales, comme ça se passe d'ailleurs dans certains pays du Nord, où le congé de paternité se prend avec peu de chevauchement avec la mère, afin que l'enfant soit seul avec le père, pour que ça joue aussi un rôle, on va dire, de formation express à la charge mentale et à la parentalité au quotidien. Oui, mais alors surtout, il est obligatoire. Et obligatoire. C'est parce qu'il est obligatoire que Bien ça sûr. marche. Ben oui, Sinon, ça ne marcherait pas, évidemment. Et donc, en Norvège, par exemple, il y a une obligation de congé parentalité, donc de 5 ou 6 mois, je ne sais plus, pour la mère, et 5 ou 6 mois pour le père. Je crois que c'est à peu près 6 et 6. Mais c'est l'un après l'autre. Et surtout, il est obligatoire. Ce qui signifie qu'il y a des pères, et donc il y a un Français qui a écrit un livre que je vous conseille, La barbe et le biberon, qui est Champion. Voilà, qui s'appelle explique, vraiment Champion. qui explique son expérience. Et donc il est totalement désemparé parce qu'il a suivi sa femme norvégienne là-bas. Il est obligé de prendre son congé paternité, donc c'est l'angoisse. Mais au bout de 6 mois, il a fait un certain nombre de propositions pour les législations françaises pour qu'ensuite la France puisse s'inspirer de ce qui se passe là-bas, parce qu'il a enfin compris. Et tous les hommes norvégiens apparemment ont enfin compris ce que c'était que la parentalité, et c'est assez totalement inscrit. Mais sans cette caractéristique qui est l'obligation, ça ne fonctionnera pas. De la même façon que le congé paternité actuel, qui est de 4 semaines, mais avec une obligation d'1 semaine, dans le meilleur des cas, les jeunes pères le prennent, mais on voit bien dans les enquêtes qui sont faites, certains ont vraiment le souci de ne pas se faire mal voir, etc., etc. Ce qui n'est pas obligatoire ne fonctionne pas dans ce domaine. Ça, c'est tout à fait clair, avec un impact positif aussi sur cette organisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où pendant 1 an, ce sont les parents qui sont auprès de l'enfant, il y a aussi des économies en termes de garde collective. C'est-à-dire que les crèches, en fait, le coût de la crèche collective commence à partir de l'âge d'un an. Merci pour la transition vers les modes de garde. Merci. Alors, du coup, je vais vous redonner la parole, Marie-Noëlle Gérin-Brozard. Donc, on a parlé des crèches et on a parlé aussi d'une rentrée décalée. Mais d'abord, les crèches,
Moi, j'avais mon idée un peu extérieure de c'est génial à l'hôpital parce qu'il y a des crèches, etc. Bon, quand on regarde les chiffres, il y a quand même tous les gens qui travaillent à l'hôpital n'ont pas une place en crèche pour leurs enfants. Qu'est-ce que vous aviez à suggérer comme réforme par rapport à ça, Marie-Noëlle? Je ne sais pas si c'est une réforme. Enfin, d'abord, vous dites que tous les gens qui ont des enfants n'ont pas de place en crèche et tous les hôpitaux n'ont pas de crèche. Exactement. Voilà, de plus en plus, ils multiplient les conventions avec des crèches municipales ou autres qui n'ont pas du tout les mêmes horaires d'ouverture que les crèches hospitalières. Et peu s'en faut, tous les hôpitaux n'ont pas de crèche. Ils ont bien ça en tête. Donc, quand ils ont la chance d'en avoir, effectivement, il faut aujourd'hui que les commissions crèches fassent une ouverture complète quel que soit le métier du professionnel. Ça, parce que c'est pas ouvert à tout le monde, en fait, à l'hôpital. Si c'est ouvert à tout le monde, en théorie, après, ça dépend comment fonctionnent les commissions crèches. Souvent, les critères de revenus sont un point important. Le revenu du statut dans l'hôpital, loin de penser que le statut médical confère des revenus très supérieurs à ceux d'une infirmière. Mais il y a quand même ces critères-là qui sont regardés et qui nécessairement modifient parfois la manière dont on appréhende la place en crèche. Je crois qu'aujourd'hui, les crèches sont, quand elles existent, ouvertes autant aux professionnels médicaux, paramédicaux que de direction ou des administratifs. Et d'ailleurs peut-être plus ouverts aux soignants qu'aux autres, parce qu'on connaît la contrainte horaire de ces professionnels et que la crèche hospitalière est une des rares à avoir des horaires extensifs le soir, même si elle n'est pas ouverte tous les week-ends. Et vous m'aviez parlé d'une autre solution que vous suggériez pour les directrices d'hôpitaux. Alors, les directeurs et les directrices, mais Isabelle Richard est dans la salle, aujourd'hui suivent une scolarité à l'école de la santé à Rennes, faite de cours à Rennes et de stages en établissement. Quand on a déjà des enfants, il faut nécessairement qu'il y en ait un qui reste fixe quelque part parce que les enfants ne se trimballent pas de lieu de stage à l'école de la santé, etc. Il n'y a pas de crèche à l'école de la santé. Je ne pense pas qu'il y ait une crèche à l'école de la santé, c'est bien clair. Après, il y a la fin de ce temps de formation. Pour le moment, la scolarité prend fin en fin d'année. La rentrée, la prise de poste, le premier poste se fait en janvier. Ça fait partie des freins, ce n'est pas le seul. Qu'on soit un homme ou une femme, quand on s'installe dans une ville où on n'habitait pas préalablement, et c'est souvent le cas, inscrire les enfants à l'école en cours d'année, c'est aussi un sujet. Et puis je pense, le professeur Lafont est dans la salle, à notre fameuse réforme de l'internat du 2e cycle, desservi aujourd'hui par un algorithme qui apparie les classements et les choix des étudiants avec les postes qui sont ouverts. Et on a constaté un problème qui se réglait à l'amiable, entre guillemets, auparavant, qui est celui des couples. Aujourd'hui, l'algorithme ne sait pas le régler encore. Donc, on sait très bien qu'on a une marge de progression pour cette sortie, et Philippe Touzy est aussi dans la salle, qu'on a une marge de progression sur ce sujet-là, parce que séparer les couples au sortir du concours de l'internat ne va pas être un facteur qui va favoriser la parentalité. Merci beaucoup à tous les quatre. Est-ce que, Nathalie, vous voulez ajouter une dernière chose sur la question de l'organisation du temps? Parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, la question du temps de travail est peut-être plus prégnante encore. Mais encore une fois, avec vos expériences dans d'autres services publics en continu, comment ils font, les autres? Alors, il y a les autres en France et puis il y a les autres ailleurs. Oui. Par exemple, en Allemagne, vous appelez le ministère de l'Intérieur à 17h15, il n'y a plus personne. Donc, et pour autant, les Allemands ne sont pas moins efficaces que la moyenne européenne. En France, on a le goût de la réunionnite, des réunions le soir tard, de l'urgence de plus en plus. Et on ne gère plus des urgences, c'est-à-dire que le quotidien est devenu de l'urgence. Donc, à partir du moment où le quotidien devient de l'urgence, eh bien, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Donc, je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on se pose un peu sur comment on gère nos collectifs de travail et les horaires de nos collectifs de travail pour savoir quelle est l'efficacité dans le travail.
Voilà, donc travailler jusqu'à 22 heures, ça c'est quelque chose qu'adore faire l'encadrement supérieur de l'État notamment, avec les cabinets ministériels juste au-dessus. Ce n'est pas du tout prouvé que c'est une source d'efficacité supplémentaire. Non. Merci infiniment. Merci à tous les quatre.